Le fisc rafle la mise. Sur les 48 millions d'euros bruts de la succession d'Alain Delon, 21 millions partent directement au fisc français. Avant même que les enfants ne puissent solder leurs comptes, le fisc s'est servi. Bon, on va respirer 2 minutes, parce que je sens déjà le débat partir en réflexe tout fait. Un nom connu, une succession, le fisc qui entre dans l'histoire. Et immédiatement, tout le monde choisit son camp avant même d'essayer de comprendre ce que ça implique. D'un côté, on crie à la spoliation. De l'autre, on récite la règle comme si ça suffisait à clore la discussion. Et au milieu, comme souvent, il y a surtout des familles, de la transmission, et une question de justice que chacun tord dans le sens qui l'arrange. Oui, le petit prodige habituel, un fait, et soudainement une procession entière de prêtres fiscaux et de martyrs patrimoniaux. Exactement. Donc avant de transformer ça en catéchisme automatique, il faut regarder ce dont on parle vraiment. Parce qu'une succession, c'est pas juste une opération administrative qui change des lignes dans un tableau. C'est ce qu'une personne laisse derrière elle. C'est un lien entre les générations, c'est une responsabilité. C'est une certaine idée de ce qu'une société respecte, ou de ce qu'elle se croit autorisée à arbitrer. Autrement dit, aujourd'hui on ne va pas seulement parler d'argent, on va parler de légitimité. Et on va surtout voir à quelle vitesse ce mot devient élastique dès que l'État met un pied dans une affaire privée. Alors, vas-y Rosa, explique-nous pourquoi, chez toi, ce qui paraît évident au premier regard ne serait justement pas le vrai problème. Alors déjà, il faut arrêter avec cette mise en scène absurde, parce qu'on essaie quand même de nous faire pleurer sur quoi exactement? Sur une succession de dizaines de millions? Sur des héritiers qui vont toucher une fortune que la plupart des gens ne gagneront pas en plusieurs vies? Et malgré ça, le récit qu'on nous sert, c'est «Regardez comme ils sont victimes». Oui, quelle horreur, des méchants millionnaires contrariés. Sauf que non. On parle de personnes qui vont recevoir un patrimoine qu'elles n'ont ni construit, ni risqué, ni produit. Et le scandale public, ce serait quoi? Qu'elles n'en gardent pas la totalité? Voilà le renversement. Ce qui choque une partie du débat, ce n'est pas qu'on hérite énormément, c'est qu'on trouve anormal qu'une part de cette fortune reparte vers le collectif. Autrement dit, on nous demande d'avoir plus d'émotion pour la ponction sur l'héritage que pour l'ampleur même du privilège transmis. Ok, privilège d'abord, propriété après, je note. Et à ce niveau-là, on n'est plus dans le simple parent qui aide ses enfants à démarrer dans la vie. On n'est plus dans l'appartement, dans l'épargne, dans le coup de pouce familial. On parle de la transmission d'une position sociale énorme. On parle d'une richesse qui permet de prolonger des écarts déjà immenses, sans avoir eu besoin de les produire soi-même. Et c'est là que, oui, la société a le droit de regarder cette transmission autrement que comme une scène privée entourée d'émotions familiales. Pourquoi? Parce que des masses d'argent pareilles ont des effets qui débordent très largement le cercle intime. Elles pèsent sur les opportunités, sur les trajectoires, sur la distribution du pouvoir social. Et à ce niveau-là, c'est plus seulement un héritage, c'est une position qui se transmet. Voilà, on y est. L'héritage devient un problème politique. Oui, et si ces effets dépassent massivement la sphère privée, il n'est pas absurde qu'une part de sa transmission passe aussi par une contribution collective. Très bien. Tu dis, les enfants n'ont rien fait pour mériter cet argent. Mais pourquoi devraient-ils le mériter? C'est pas un concours, c'est pas un examen de vertu. Un père ne transmet pas après contrôle de performance. Donc ton point de départ est déjà étrange. Tu fais comme si l'héritage devait être justifié par la qualité de l'héritier, alors qu'en réalité, il est justifié par la volonté du parent. Non, je dis qu'à partir d'un certain niveau, on ne peut plus raconter ça comme un simple geste affectif. Tu poses le mot famille devant des dizaines de millions, comme si ça suffisait à tout purifier, comme si le lien de sang transformait automatiquement une concentration patrimoniale énorme en évidence morale. Ce que je conteste, ce n'est pas la transmission en elle-même, c'est l'idée que n'importe quel niveau de transmission deviendrait sacré par principe. Quand on parle d'un coup de pouce, on parle d'un soutien. Quand on parle d'une montagne patrimoniale, on parle d'une reproduction de puissance. Donc, ton problème, c'est l'héritage trop grand. Concept assez commode d'ailleurs. À partir de quand? 1 million? 10? 20? 50? Parce que sinon ton principe revient à dire je ne sais pas exactement où commence le problème, mais dès que la somme me paraît obscène, j'autorise la société à entrer dans l'affaire. C'est un peu léger pour quelqu'un qui parle au nom de la justice. Et voilà, tu transformes une question politique en problème de tableur. Il n'y a pas de seuil magique tombé du ciel avec une bénédiction morale dessus. La question n'est pas de trouver le chiffre pur. La question est de savoir si une société accepte sans discussion la reproduction de patrimoine énorme. Et quand on parle de dizaines de millions, oui, on sait très bien qu'on a changé de catégorie. Il ne faut pas jouer l'aveugle méthodique. Tu veux me coincer dans une borne précise pour éviter le fond. Mais il est simple. Au-delà d'un certain niveau, l'héritage ne prolonge pas seulement une histoire familiale, il reconduit une puissance sociale. Donc c'est bien une question de taille morale. Mais j'ai encore plus simple. Les héritiers n'ont peut-être rien fait pour gagner cet argent. D'accord. Mais ils n'ont rien fait de mal non plus. Ils ne l'ont pas volé. Ils ne l'ont pas arraché à quelqu'un. Ils ont juste eu, si je te suis, le tort de naître dans la bonne famille. Donc dis-le franchement, tu punis une naissance. J'insiste, la naissance seule mérite une punition pour toi. Sinon, pourquoi leur réception de cet héritage devrait-elle devenir suspecte? Non, je ne punis pas une naissance. Je refuse qu'une naissance suffise à transmettre une puissance pareille comme si de rien n'était. Le sujet n'est pas de savoir si les héritiers sont moralement purs ou impurs. Le sujet est de savoir ce qu'une société valide quand elle laisse passer de telles fortunes, comme si elles ne produisaient aucun effet au-delà du cercle familial. Bien sûr qu'ils n'ont rien fait de mal, mais des patrimoines de cette taille renforcent des écarts déjà immenses, et consolident des positions hors de portée pour l'écrasante majorité des gens.
Ils rendent certaines trajectoires presque automatiques là où, pour d'autres, tout reste précaire. Donc je ne parle pas de faute, je parle de pouvoir transmis. Et l'argent, ce n'est pas un avantage de plus, c'est celui qui achète tous les autres. Bien. Parlons de pouvoir transmis alors. Des écarts, il y en a partout. Le talent crée des écarts. Le réseau aussi. Donc, ton problème, c'est pas l'inégalité en soi. C'est l'inégalité patrimoniale héritée. Et comme par hasard, celle que tu peux fiscaliser. Pourquoi celle-là sera-t-elle plus illégitime qu'une autre? Pourquoi l'argent transmis devrait-il être traité différemment du reste des avantages de naissance? Justement parce qu'il ne remplace pas les autres inégalités de naissance. Il s'y ajoute et les amplifie. Tu me cites le réseau, le nom, le capital culturel. D'accord, mais ça renforce mon point. Les inégalités de départ existent déjà partout. Alors pourquoi faudrait-il en plus considérer comme intouchable la forme la plus concentrée, la plus massive, la plus directement convertible en pouvoir? Tu veux faire comme si cet héritage n'était qu'un avantage parmi d'autres. Mais non, à ce niveau-là, c'est pas un avantage de plus. C'est un multiplicateur de tous les autres. Et arrête aussi de faire passer toute critique de l'héritage massif pour une haine des familles. C'est commode, mais c'est paresseux. Et toi, arrête de faire passer toute objection pour du cynisme comptable. Quand tu dis que certaines fortunes ont des effets collectifs, donc une part de leur transmission peut devenir affaire publique. Je comprends ton point de vue. Mais ce raisonnement est beaucoup plus dangereux que tu le reconnais. Avoir des effets sur la société ne veut pas dire appartenir un peu à la société, sinon tout y passe. Donc, traduisons brutalement ta logique. Si c'est assez grand, c'est déjà plus tout à fait à toi. Tu comprends pourquoi certains trouvent ça légèrement inquiétant? Non, traduisons correctement. Je ne dis pas si c'est grand, c'est à tout le monde. Mais à partir d'un certain niveau, une société peut refuser que des positions patrimoniales gigantesques se reproduisent comme si elles n'avaient aucune conséquence collective. Une société n'est pas obligée de traiter la propriété privée comme une relique sacrée, qu'on n'aurait même plus le droit de regarder. Elle peut protéger l'initiative, accepter la réussite, admettre de grandes fortunes, et malgré tout considérer que certaines concentrations extrêmes appellent une contribution forte au moment de la transmission. Tu présentes toujours ça comme si l'alternative était simple. Soit on sanctifie intégralement l'héritage, soit on glisse dans la confiscation générale. C'est faux, c'est même ton vieux procédé, dramatiser le principe pour disqualifier toute limite. Ok, résumons. Tu refuses le seuil précis. Tu refuses le mot punition. Tu refuses de dire que l'héritage en soi te dérange. Mais au final, tu soutiens quand même ceci. À partir d'un certain niveau de richesse, la société peut redessiner ce qu'une famille transmet. Et tu appelles ça responsabilité collective. Donc, dernière question. Si transmettre n'est pas illégitime, si les héritiers ne sont pas coupables, si la famille n'est pas suspecte, pourquoi le simple fait que la somme soit immense suffirait-il à faire entrer l'État dans l'affaire avec cette prétention morale-là? Parce qu'à un certain niveau, la somme n'est plus seulement immense, elle devient structurante. Elle structure des écarts, des trajectoires, une distribution de pouvoir qui dépasse largement le cercle intime où tu voudrais l'enfermer pour la rendre intouchable. Et c'est là que ton discours devient trompeur. Tu habilles ça en simple liberté familiale, alors qu'on parle aussi de privilèges reconduits, de puissance transmise, de hiérarchie sociale qui se reproduit presque mécaniquement. Donc non, le vrai scandale n'est pas qu'une part de 48 millions reparte vers le collectif, mais c'est qu'on essaye de nous faire prendre pour une tragédie fiscale le fait que des ultra-privilégiés ne récupèrent pas absolument tout. Je vois. Donc, si on retire l'emballage, ton idée est simple. Tu n'attaques pas l'héritage en soi, tu dis juste qu'à partir d'un certain niveau, la transmission cesse d'être une affaire privée ordinaire et devient un sujet public. Autrement dit, tu acceptes le principe, mais tu veux le corriger dès qu'il devient assez puissant pour durer. Donc, ce que tu limites au fond, c'est pas l'abus, c'est l'effet même de la transmission quand elle fonctionne trop bien. Au moins, le désaccord est clair. Toi, tu vois dans une grande transmission un problème collectif. Moi, j'y vois d'abord un droit privé. Non, le vrai problème, c'est que tu fais passer ton choix pour de la neutralité. Tu appelles ça respecter, comme si ne rien toucher ne produisait rien. Alors que non, ne pas intervenir ici, c'est validé. Si on te suit, on ne protège pas simplement une liberté familiale. On sanctuarise un rapport de force en prétendant ne faire que l'observer. Tu recouvres ça du vocabulaire de l'évidence, comme si le mot famille suffisait à blanchir mécaniquement la puissance transmise. Et puisque vous êtes encore là, abonnez-vous et activez la cloche. J'aurai au moins quelques renforts la prochaine fois que Procope appellera ça du bon sens. Allez, explique-nous pourquoi, chez toi, poser une limite ici devient déjà une faute presque morale. C'est parti. Alors on enlève le sirop moral. Sur 48 millions d'euros, 21 millions partent au fisc. Et le vrai sujet, c'est ni Alain Delon, ni ses enfants. Le vrai sujet est simple. Si un homme ne peut pas transmettre librement ce qu'il a accumulé, alors il n'en est jamais pleinement propriétaire. Il en est le détenteur provisoire, sous surveillance, avec rappel fiscal à la sortie. Qu'on appelle ça solidarité, justice ou poésie républicaine pour comptable triste, ça n'y change rien. La propriété cesse d'être un droit pour devenir une permission. Oui, bien sûr. Chez toi, dès qu'un gros patrimoine est touché, l'impôt devient une chaîne aux pieds. Non. Comme toujours, je regarde la logique. Cet argent n'apparaît pas au moment de la mort comme un miracle fiscal. Il a déjà été frappé pendant toute sa vie, quand il était gagné, investi, consommé, souvent détenu. Et au moment précis où quelqu'un dit « ceci ira à mes enfants », l'État se resserre. Donc non, c'est pas une correction finale.
C'est une ponction de terminal sur une richesse déjà traversée par l'impôt. Le message est limpide. Vous pouvez construire, mais vous ne déciderez jamais totalement de la destination finale de tout ce que vous avez bâti. Ponction terminale. Tu parles d'un impôt ou d'une autopsie? Je parle d'un système qui produit exactement les comportements qu'il prétend détester. Les plus mobiles partent, les plus riches structurent, les plus informés optimisent, et les autres payent. Puis l'État découvre, bouleversé, que les gens solvables protègent ce qu'ils ont construit. Mais le fond est ailleurs. Ce qui dérange vraiment, ce n'est ni un argent volé, ni une fraude, ni un crime. C'est le fait qu'une grande masse de patrimoine reste dans la sphère privée. Et là, on ne parle plus de droit, on parle de tolérance morale au patrimoine d'autrui. Ah, donc, quand on critique ça, on serait juste envieux. Pratique. Justement, réponds. Tu présentes la propriété comme un bloc pur, presque sacré, comme si elle flottait au-dessus de la société. Mais sans institution, sans droit, sans infrastructure, sans stabilité, ton patrimoine n'existe pas. Donc pourquoi ce qui dépend autant du collectif deviendrait intouchable au moment de la transmission? Parce qu'un cadre qui rend une chose possible n'en devient pas copropriétaire. Sinon, tout est à moitié public. Les routes existent, donc l'État a une part de ton entreprise. Les tribunaux existent, donc l'État a une part de ta maison. C'est absurde. Le cadre collectif est déjà financé, en continu, et des pays moins goinfres que la France savent très bien protéger la propriété, les infrastructures et l'économie. Ton argument n'est pas un principe, c'est un permis permanent de requalifier la richesse privée en butin légitime. Non, mon argument, c'est que tu profites de tout ce qui rend cette richesse possible, puis tu prétends que tout a déjà été soldé. Mais oui, c'est précisément le rôle d'un impôt normal, financer un cadre commun. Pas créer un droit de reprise à chaque fois qu'un capital devient trop gros pour ton confort moral. Et ton deuxième glissement est limpide. Tu dis la transmission, c'est un nouvel événement économique. Ok, mais c'est pas une richesse nouvelle pour autant. C'est un stock existant qui change de main. Et chez toi, dès qu'un stock bouge, hop, nouveau passage à la caisse. À ce rythme-là, on taxera bientôt le pull de mamie au nom de la circulation du textile. Toujours la blague pour esquiver. On parle de concentration massive de richesse, et toi tu réponds avec un pull. Tu caricatures parce que tu refuses de traiter la transmission d'un pouvoir social énorme. Non, je caricature pour montrer que ton principe est extensible. Parce qu'il l'est. Tu me dis ce n'est pas n'importe quelle transmission, c'est une très grande transmission. Très bien. Encore une fois, à partir de quand? Combien de millions? Tu refuses de répondre, parce que dès que tu poses un seuil, tu révèles le fond du problème. C'est pas du droit, mais plutôt ça me gêne, donc je taxe. Je refuse surtout ton piège, parce qu'il n'y a pas de chiffre magique avec une auréole dessus. Le sujet, c'est l'accumulation intergénérationnelle, les écarts qui se reconduisent, les positions sociales qui se verrouillent. Tu raisonnes individu par individu, sur un phénomène qui, lui, est structurel. Je le vois très bien, ton phénomène structurel. Tu refuses d'en déduire que les droits individuels deviennent négociables, parce que des écarts, il y en a partout. Je te l'ai déjà dit, le talent crée des écarts, le réseau crée des écarts, le capital culturel crée des écarts. Pourquoi celui-ci devient-il, comme par hasard, le grand scandale public? Parce qu'il est visible, parce qu'il est chiffrable, parce qu'il est fiscalisable, et parce qu'une petite partie de la gauche adore faire passer sa gourmandise redistributive pour une illumination morale. Tu ne combats pas toutes les inégalités, tu sélectionnes celles sur lesquelles l'administration peut faire main basse. Parce que l'argent n'est pas un avantage parmi d'autres, c'est celui qui achète tous les autres. Et tu le sais. Donc oui, pour toi la naissance suffit à déterminer une position sociale. Tu assumes ça? Oui, et je vais même te dire pire, je préfère ça à un État qui s'arroge le droit de casser une transmission légitime parce qu'elle est trop puissante à son goût. Tu ne démontres rien, tu ressens, tu vois des effets qui te déplaisent, et de là, tu t'autorises à intervenir. Très concrètement, ton principe dit juste que si une famille conserve trop bien ce qu'elle a bâti, la société doit venir l'abîmer. L'abîmer? Tu oses vraiment parler comme ça? Ce que tu défends, c'est la reconduction tranquille de positions dominantes. Et ne joue pas l'innocent avec ton argument sur l'exil. Quand tu dis les riches partent, tu transformes un contournement en argument politique. En gros, puisque certains peuvent se soustraire à la règle devient illégitime. C'est du chantage social habillé en réalisme. Non, c'est une analyse d'incitation. Une règle contournée massivement, c'est une règle ratée. Surtout si des comportements peuvent la vider de sa substance. Et ici, le résultat est clair. Les plus mobiles s'organisent, les gros patrimoines se protègent, et ceux qui restent captifs payent davantage. Donc ta justice ressemble surtout à un tamis pour naïf. Tu punis moins les riches que les mal conseillés. Et toi, tu refuses toujours de voir les effets sociaux sur le long terme. Moins de corrections, moins de circulation, plus de verrouillage. Donc ceux qui naissent sans patrimoine restent derrière. Tu assumes ça aussi? Mais oui, j'assume qu'une société libre ne détruit pas un droit parce que ses effets te déplaisent. Et toi, tu refuses de voir les effets économiques à long terme. Moins de capital patient, moins de continuité familiale, moins de transmission d'entreprise, plus de ventes forcées, plus de montage défensif. Il n'y a quasiment plus de puissance économique familiale comparable à celle qu'on trouve ailleurs. Et c'est pas un hasard. À force de traiter la transmission comme un suspect permanent, on a fabriqué un pays qui transmet mal. Tu appelles sérieusement ça de la justice? Donc toi, tu assumes qu'une société puisse laisser des fortunes immenses se transmettre presque intactes, même quand elle fiche des écarts sur plusieurs générations. C'est ça ton point d'arrivée? Tu regardes cette reproduction-là et tu te dis, oui, qu'elle continue. Et encore une fois, oui,
J'assume qu'une société libre protège d'abord le droit de disposer de ce qu'on possède légitimement, y compris pour le transmettre. Et j'assume qu'une inégalité n'est pas, par nature, un crime à corriger par l'administration. Parce que ton système ne corrige pas. Il redessine sans cesse la frontière entre ce qui est à toi et ce que la société estime pouvoir reprendre dès que la somme devient assez grosse pour exciter ses égalistes de service. Donc oui, je préfère une société où certaines inégalités persistent à une société où l'État mutile la transmission non d'une vertu qu'il n'applique jamais à sa propre gabegie. Au moins chez moi, la règle est claire. Chez toi, la règle est plus simple. Si c'est trop à quelqu'un, ça doit devenir un peu à tout le monde. Non, ce qui est dangereux, ce n'est pas de regarder une transmission de 48 millions et de refuser de faire semblant de ne rien voir. Ce qui est dangereux, c'est ton tour de passe-passe. Tu prends une reproduction massive de pouvoir et tu la rhabilles en simple histoire de famille. Tu dis choix, transmission, propriété, comme si ces mots suffisaient à effacer les effets sur tout le reste. Mais ne rien toucher ici, ce n'est pas respecter, c'est choisir. Choisir de valider qu'à certains étages, la naissance suffit à reconduire la puissance. Choisir de traiter comme une évidence morale, ce qui ressemble surtout à du privilège transmis sous emballage affectif. Parce qu'au fond, c'est toujours la même chose chez toi. Tu appelles liberté, le moment exact où la puissance cesse d'avoir à se justifier. Toute la différence est là. Toi, dès qu'une somme devient assez grosse pour te gêner moralement, tu considères que la société peut venir redessiner la frontière entre ce qui est à quelqu'un et ce qu'elle estime pouvoir reprendre. Je reste sur mon impression première et j'appelle ça une propriété sous condition. Une propriété tolérée, jusqu'à devenir trop appétissante pour les envieux dans ton genre. Parce qu'un droit qui s'arrête à la taille, c'est plus un droit. Assumez donc en commentaire jusqu'où va, pour vous, le droit de reprise fiscale. Si ça vous a plu, pouce en l'air. Allez, ciao!